Lanière, la semaine prochaine le Maine-et-Loire, et puis je finirai par le Vaucluse, je continuerai par le Vaucluse et par la Haute-Garonne. Plus d'autres à la rentrée, parce que c'est étalé entre jusqu'au 14 juillet, on va dire, et début septembre. C'est l'occasion de faire passer un certain nombre de messages. C'est l'occasion de faire le point sur tout ce qui se passe, hein, et malheureusement l'actualité elle est riche dans tous les sens du terme. De parler de la loi El Khomri, de l'échec du gouvernement, évidemment, et puis de constater avec tristesse, dimanche matin en se réveillant, que la bêtise humaine est capable de le produire, même dans le sport. Je remarque, moi, simplement que c'est le genre de choses qu'on ne voit pas avec le rugby, par exemple. Parce que c'est votre côté perpignan qui vous fait bien ça. J'ai joué longtemps en rugby, mais et même dans les tribunes, il y a un respect de tout d'ailleurs, des règles, des adversaires, même si ça peut être viril sur le terrain, mais ce déchaînement de violence dans les rues pour 22 bonhommes qui courent après le ballon rond, ça me laisse moi. Je veux dire que si ça continue, et bien ces gens-là, finalement, les matchs seront retransmis sans public. Au moins les choses seront. Pourtant, il semble autour du football, mis à part pour les hooligans, y avoir une sorte de consensus. Ça va au-delà. Bien sûr, mais il n'y a pas de parti pro-anti-foot. Non, il y a quand même avec le foot le problème de l'argent, hein, mais qui commence à essaimer, malheureusement, y compris dans le rugby d'ailleurs, et qui donnera, j'espère pas, cette ambiance qu'on connaît dans le foot. Il y a quand même autour du foot ce problème de pognon récurrent, hein, et qui fait qu'on s'éloigne petit à petit du sport pour entrer dans autre chose, mais c'est vrai que cette fête populaire, moi qui ai soutenu quand j'étais jeune longtemps l'équipe de France des Platini, c'est quoi, Espagne 82, non? Oui, je crois. Après il y a eu, etc. Toute cette ambiance-là, on ne la retrouve pas. On la retrouve un peu en 98, mais depuis, et ça c'est dommage, voilà. En plus, économiquement, c'est important pour la France, mais l'image de la France aujourd'hui, vous vous rendez compte, hein. Les étrangers débarquent, c'est la grève des pilotes Air France, la grève de la SNCF, il y a des images de violence dans les rues. Moi, j'ai mon oncle qui vient d'Australie, m'a fait qu'est-ce qui se passe? Il ne se passe rien, voilà. Il y a 200 supporters qui se sont affrontés avec je ne sais qui à Marseille. C'est dommage, voilà. C'est une fête. Et ça, quand même, dans le sport, le foot, ça fait longtemps que ça dure. Hein. Parce que les hooligans, contre les ultras de Paris ou je ne sais où, ceux de l'OM, etc., c'est des problèmes qu'on n'arrive pas à régler. Alors qu'on devrait interdire les gars de stade, et puis c'est tout. Un petit point sur la loi El Khomri, vous évoquiez les grèves. Oui. Il y a une résistance très à gauche à ce projet de loi. Non, il y a une résistance. Projet de loi de travail. Contrairement à ce qu'on peut croire, il y a une résistance générale au projet de loi. Puisque je crois que c'est 70% des Français sont contre la loi. Donc déjà, et dans ces 70%, il est évident que la popularité du gouvernement n'arrange rien. C'est-à-dire que quelle que soit la loi qu'aurait présentée le gouvernement, même sur la protection des animaux, je pense qu'elle ne serait pas passée aujourd'hui. Tellement que ce gouvernement était populaire. Mais là, en plus, sur ce domaine bien précis, on voit bien que le gouvernement s'entête et que les résistances ou les revendications, elles sont corporatistes et, comment on pourrait dire, et ciblées. J'écoutais ce matin le patron de la CFTC qui, lui, n'appelle pas à manifester à bloquer le pays, ni la CFDT, ni la CGC, ni d'ailleurs FO, pour la plupart c'est la CGT et Sud qui ont décidé de semer la perturbation. Malheureusement, moi je déplore évidemment ce blocage qui n'embête que les pauvres gens, hein, les pauvres gens, ceux qui vont travailler. Ça c'est clair, net, il faut continuer à le dire. Je pense que la grève, le blocage plutôt, est un système archaïque de défense des acquis sociaux ou des questions sociales, et qu'il y aurait bien d'autres moyens pour que le gouvernement ne s'engage pas dans ce genre d'aventure légale.
Et ça, c'est le vote. Par exemple. Mais par exemple, j'ai du mal à comprendre comment la CGT peut, il y a 6 mois, appeler à voter PS dans l'ensemble des régions où elle était opposée à la droite et la plupart du temps au Front National, et manifester contre ses propres amis. À un moment donné, il faut faire des choix. Et je crois que la grosse différence qu'il y a entre ce que l'on appelle l'extrême gauche, ou la gauche radicale, comme vous voulez, et le Front National, c'est que nous, on se bat pour des convictions. C'est-à-dire que si demain nous avons affaire entre la droite et la gauche dans une élection, on ne choisit ni les uns ni les autres, et on ne vient pas au secours des uns et des autres. Alors l'extrême gauche, elle a ce côté quand même assez incroyable de se mobiliser contre des textes de loi, des choses qu'elle pense défendre, des acquis sociaux, la libéralisation des services publics, des choses comme ça, mais dans chaque élection, elle apporte ses voix à ceux qui, précisément, sont les initiateurs de cette libéralisation. Quand vous prenez la SNCF, c'est quand même un ministre de gauche, il y a un peu moins de 6 mois, qui vient de signer la libéralisation du fret, du voyageur ferroviaire. C'est quand même Jospin qui était allé négocier la libéralisation du marché de l'éducation au traité de Lisbonne, je crois que c'était en 98. Donc à un moment donné, voilà, si vous voulez, ils manifestent contre ce qu'ils produisent. Alors, il faut être schizophrène pour faire ça. Est-ce que vous pourriez nous dire la position précise du Front National par rapport à cette loi? Alors nous, d'abord, la loi El Khomri, ce qu'on a dit, c'est l'application pratiquement au mot près de la feuille de route qu'a donnée la Commission européenne pour un certain nombre de pays. Voilà, il n'y a pas une loi El Khomri valse, il y a une loi de la Commission européenne qui est transposée dans un texte qu'on a donné à Mme El Khomri et qu'on croyait comme ça que peut-être qu'elle passerait facilement par une femme jeune, issue de la diversité, etc. etc. Mais c'est l'application du volet ultralibéral de l'Europe de Bruxelles, et c'est tout ce qui va vers la dérégulation de l'économie, vers on appelle ça la dérégulation du marché du travail. C'est l'histoire des heures supplémentaires qui sont payées aujourd'hui, je crois, 25%, et qui, après la loi El Khomri, seraient payées à 10%. Et systématiquement, c'est le travailleur, celui qui gagne le moins, qui en subira les conséquences. C'est ça le problème. Ces textes de loi ne s'appliquent pas à réguler ce qui devrait l'être, c'est-à-dire la haute finance, le grand patronat, celui qui licencie le plus d'ailleurs et qui embauche le moins, mais va embêter le petit employé, le petit salarié, celui qui gagne le SMIC ou tout juste le SMIC. Et là, on voit bien qu'il y a une approche, on pourrait dire une différence d'approche qui est colossale, parce que ces gens-là veulent libéraliser l'économie par le bas, si vous voulez, en quelque sorte, c'est-à-dire déréguler, rendre plus souples toutes les règles que l'on connaît de protection du travail, mais à côté de ça, ils s'engagent vers toujours plus, à l'échelle internationale, d'ouverture des frontières, d'absence de patriotisme économique, de régulation, alors là pour le coup de régulation des marchés. Et c'est comme ça qu'on se retrouve en concurrence avec la planète entière et avec des pays avec lesquels on ne peut pas lutter. Et ça, c'est valable pour les services, c'est valable pour l'industrie, mais c'est aussi malheureusement valable pour les agriculteurs. Et moi je cite souvent à l'Europe par exemple, systématiquement, à toutes les sessions, on nous fait voter, alors nous ne les votons pas, on nous fait voter, nous, l'ouverture par exemple, des marchés agricoles avec des pays comme la Nouvelle-Zélande, l'Australie, ça c'était il y a un mois, on a ouvert, ils ont voté l'ouverture encore des frontières, c'est incompréhensible. Dans ce sens-là, vous êtes assez proche de la CGT. Mais c'est pas qu'on est proche de la CGT ça fait... Vos positions sont proches. On considère, nous, que les services publics font partie de la souveraineté de la France. Les transports, la télécommunication, l'énergie, ce sont des domaines qui ne devraient pas échapper aux intérêts nationaux. Voilà, ça fait partie. C'est les soubassements de la souveraineté, et que ce sont des services publics, par définition, services au public, qui ne peuvent pas rentrer dans un cadre. Alors qu'ils soient améliorés. La différence avec la CGT, c'est que nous, effectivement, nous sommes pour faire des économies,
pour que ce soit mieux géré, beaucoup mieux défendu, que la CGT n'ait pas le monopole d'un certain nombre de droits syndicaux, je pense aux abus qu'il y a eu à EDF, je crois, puisqu'il gérait le CCAS, etc. Ce genre de choses. Les réformes, elles sont là à faire. Elles sont dans toutes les dérives qu'il y a eu dans ces entreprises publiques, et notamment par les blocages syndicaux qu'il y a eu pendant des années. Mais sur le marché lui-même, sur le service rendu au public, celui-là, il devrait être protégé. Voilà, il ne devrait pas être libéralisé tel qu'il est. Et la différence que nous avons avec la CGT, nous sommes pour le patriotisme économique. Eux ne se prononcent jamais pour le patriotisme économique. Jamais. Nous sommes, nous, pour la préférence et la priorité nationale à l'embauche. La CGT, eux, ils sont pour la préférence et la priorité nationale à, on va dire, l'immigration générale. Ils ne se prononcent jamais contre l'immigration. Et d'ailleurs, les classes populaires qui sont censées défendre ne votent plus pour eux depuis longtemps. Ni pour les forces de gauche extrême. Les ouvriers, les employés, les chômeurs et les agriculteurs aujourd'hui votent Front massivement. Hein. Et dans le monde même syndical, dans le monde ouvrier, dans le monde salarial, je crois que la CGT, l'ensemble des syndicats, c'est 8%, je crois, et la CGT, 2% de 8%. Donc à un moment donné, il faut quand même arrêter de prendre les gens pour des imbéciles. Ils ne sont pas représentatifs de l'ensemble des salariés. Et encore une fois, aujourd'hui, ils ont l'image d'une force syndicale censée défendre les plus faibles. Mais en fait, les plus faibles ne votent pas pour eux depuis longtemps. C'est quelques privilégiés dans certains secteurs de l'économie française qui continuent à voter et à soutenir la CGT. Mais la plupart du temps, et même dans la CGT, je crois que le dernier sondage, 30% des encartés de la CGT votent Front. Bon, et M. Martinez dit mon objectif, c'est de voter contre le Front National. Voilà, je pense que tout ça, si vous voulez, avec le temps, ils sont voués à disparaître, tout simplement, parce qu'ils ne sont pas en adéquation avec les idées qu'ils prétendent représenter. Moi, c'est ça. Donc sur l'idée de défendre les petits, les modestes, sauvegarder, on est d'accord, mais la différence avec eux, c'est que pour arriver à défendre les petits, les modestes, et les fonctionnaires de base, etc., eh bien, il faut protéger. Voilà. Et pour protéger, c'est un protectionnisme intelligent, c'est du patriotisme économique, et c'est la fin de l'immigration et la priorité nationale à l'embauche pour les Français. Et Français, ça veut dire celui qui a une carte d'identité française, hein. C'est-à-dire de toutes conditions, de toutes origines. Parce que là aussi, on essaye de manipuler l'opinion avec cette affaire-là. Donc, je voulais, nous, on est assez à l'aise. Alors, on nous dit, on ne vous voit pas à la télévision, on ne nous voit pas assez, etc. Notre message, vous savez, il porte. À partir du moment où vous avez plus de 50% des ouvriers qui votent pour vous, c'est que le message, il porte. Vous n'avez pas besoin de bloquer un pays et d'embêter le monde pour vous faire entendre. C'est pas vrai. Il faut parler juste, mais à un moment donné aussi, mettre en adéquation ce que vous dites avec ce que vous faites. Nous, notre but, c'est de renverser le gouvernement de gauche, de dire que ce gouvernement, d'abord, n'est pas soutenu par le peuple, est incapable aujourd'hui de modifier quoi que ce soit. La CGT, eux, c'est plutôt de faire, certes, échouer le gouvernement sur ce projet de loi, mais c'est quand même, in fine, parce que c'est un gouvernement dit de gauche, de soutenir à terme le gouvernement de gauche contre la droite aux élections. Voilà. D'accord. Un mot sur les présidentielles à venir. Ça occupe bien dans la droite traditionnelle. C'est son niveau. Hein, on a trouvé, écoutez, ils sont très occupés. Ils vont s'occuper jusqu'à novembre. Voilà. Et alors, est-ce qu'il y aura des primaires au FN? Non, pas de primaires au FN. Hein. Non, mais de toute façon, en plus, je vais vous dire, la primaire, elle est contraire à l'esprit de la Ve République. Je me demande comment certains peuvent se dire gaullistes et accepter l'idée de primaire. Ou alors c'est qu'ils n'ont pas lu rien, ni de René Capital, ni du général de Gaulle, ni de Jean Foyer, ni de tous ceux qui ont fabriqué la Ve République. Parce que précisément, la Ve République, elle a été faite pour sortir de la logique des partis, de la logique interne des partis. Elle a été faite pour déterminer qui va à la rencontre du peuple dans cette élection singulière qui est l'élection présidentielle. Et ça, pour ça, l'affaire est très claire. Là, pour le coup, les primaires, c'est la même mise des partis politiques sur l'élection présidentielle. Voilà, parce que c'est une affaire entre soi.
On décide dans un parti de savoir qui va se présenter à l'élection, mais avec des compromissions qui sont incroyables. Parce qu'en fait, et on l'a vu avec Hollande, vous n'êtes jamais le candidat de la majorité de votre camp, ce n'est pas vrai. Vous êtes un candidat minoritaire qui va représenter votre camp et qui, pour arriver à gagner cette primaire en interne, négocie toutes les compromissions. Et pourquoi Hollande, aujourd'hui, il en est où il en est? Parce qu'il a été certes élu aux primaires de la gauche en 2012, mais en ayant fait un certain nombre de compromis avec les autres, notamment Montebourg. Et il se retrouve, et Montebourg, les législatives, etc. Et il se retrouve aujourd'hui avec une majorité en lambeaux, qui n'existe plus. Et là, le drame de cette primaire, c'est si vous voulez, de fragmenter à l'intérieur des majorités les idées politiques. Et finalement, le président de la République, il est majoritaire le jour de son élection, parce que le système majoritaire à deux tours, il faut bien que vous soyez majoritaire à un moment donné, et encore il ne l'a pas été. Quand on regarde bien les suffrages en 2012, je crois que Hollande a gagné, mais quand on regarde le nombre de blancs et de nuls, il n'a pas eu les 50%. Bref, il se retrouve chef d'État dans une majorité qui est finalement une majorité d'emprisonnement, qui est prisonnier d'une majorité hétérogène, hétéroclite, et puis on se retrouve avec une France qui n'est pas gouvernable. Mais le prochain, je vous l'annonce, si ce n'est pas nous, la France ne sera pas plus gouvernable. Parce que si c'est Juppé, il gouvernera avec la gauche, et si c'est Sarkozy, voilà, il brassera du vent comme il sait si bien le faire, mais il a déjà dit que sa feuille de route s'intégrait totalement dans celle de l'Europe. Donc voilà, je pense que le véritable enjeu de cette présidentielle sera entre le schéma qu'incarne Marine Le Pen aujourd'hui, et puis les autres, droite et gauche confondus, quels qu'ils soient. Quels qu'ils soient. Il y a une notion qu'on entend dans les médias nationaux, qui est celle du plafond de verre. Ça vous dit quelque chose? Il en est question en Autriche très récemment. Vous avez vu qu'en Autriche, pour la personne que je suis, ça risque de changer. Voilà. En tout cas, ce plafond de verre, il m'a semblé très fragile. Hein, ça, c'est à peu de choses près. Ça vous semble une notion pertinente? Tout ça, c'est du vocabulaire de médias, ça? Non, c'est du vocabulaire média, et puis je pense que ça... Il n'y a pas de plafond de verre, il y a des contextes politiques. Quand on prend, si on regarde l'histoire de la gauche, par exemple, on peut dire allez, que depuis 1965, Mitterrand se heurtait à un plafond de verre avant d'être président de la République, parce qu'il ne gagnait pas d'élection. Donc à un moment donné, il y a des événements qui font, ou mesures de pouvoir, qui font que vous allez gagner une élection. L'Autriche, c'est encore pire, c'est l'affaire des migrants qui a ouvert les yeux aux Autrichiens pour mettre de côté les partis traditionnels tels que les sociaux-démocrates autrichiens et les conservateurs autrichiens, pour mettre deux forces politiques, les Verts d'un côté et les nationalistes de l'autre. Et vous avez vu que depuis hier, je crois, ou avant-hier, nos alliés autrichiens ont déposé un recours, parce qu'après le recomptage, ce n'est plus 30 000 voix qu'il y a, mais 8 000. Donc, on verra le résultat des courses. Donc je pense que le système s'est sauvé, encore une fois, par la pression médiatique, etc., comme pour le Brexit. Hein, et que l'Angleterre, aujourd'hui, on est agitée. Oh là là, si vous sortez de l'euro, c'est fini, l'Angleterre n'existera plus. Bon, tout ça, ça marche. Ça peut marcher encore, mais ça n'ira pas encore très longtemps, parce qu'il n'y a pas de réponse aux problèmes économiques et sociaux. Si ces gens-là empêchaient la droite nationale d'arriver aux affaires, mais avaient une politique de secours, une autre politique de secours, proposer un autre schéma qui donne un peu d'emploi, etc. Là, je serais inquiet, si vous voulez. Mais comme ces gens-là, leur seul but, c'est d'empêcher qu'une force politique arrive aux affaires, mais elle n'a rien à proposer, elle n'a pas d'autre issue que l'issue européenne qu'elle a construite pendant 40 ans, et qui est une voie sans issue. Donc c'est une affaire de temps. Voilà. Et pour la France, c'est pareil. Moi, je crois que 2017, il reste encore un an, et qu'il va se passer beaucoup de choses en un an. Hein. Et donc, les prédictions, en tout cas les prévisions, je suis très prudent, mais je pense que Marine Le Pen a une chance significative d'emporter l'élection présidentielle dans un contexte politique national et européen qui sera celui on pourrait dire, de l'impuissance politique de nos adversaires politiques, voilà.
Les Français veulent changer. Ils ont essayé la droite, ils ont essayé la gauche, ils ont remis la droite avec Sarko, ils ont remis la gauche. Ils voient bien qu'il n'y a rien qui n'avance, il n'y a rien qui avance. Parce que le logiciel dans lequel s'inscrivent ces gens-là est le même. Et ça, les Français, ils commencent à le comprendre. Intuitivement, ils l'ont compris, ils avaient rejeté la Constitution européenne. Droite et gauche confondues, là. À l'époque, force de gauche et droite s'étaient positionnées contre. Mais il y a encore les vieux réflexes de voter à droite contre la gauche, de voter à gauche contre la droite. Mais aujourd'hui, cette frontière-là, elle est très floue. Et entre la politique de François Hollande et celle de Nicolas Sarkozy, sauf à la marge, c'est exactement la même. Et Macron, d'ailleurs, tout le monde dit Macron pourrait être ministre de l'économie de Hollande, mais il pourrait être très facilement de même ministre de l'économie, ou de Sarkozy, ou de Juppé, facilement. Vu les Français moyens que je suis, oui, c'est un peu les qui nous viennent. Un mot, s'il vous plaît, sur le Brexit. C'est important, c'est pas important, que les Anglais restent, ils s'en aillent. C'est important parce qu'on verra que l'Angleterre continuera à coopérer avec l'Europe sans faire partie de l'Union européenne. Parce que c'est un grand pays, parce qu'elle a une économie qui est plus dynamique que la nôtre aujourd'hui, hein, elle n'a pas l'euro, etc., qu'elle est européenne, mais que ce schéma ne lui convient pas. Et c'est important pour ça, parce que le symbole, c'est sortir de ce schéma européen tout en continuant à vivre. Alors qu'aujourd'hui, on essaye de dire avec le front, attention, ces gens-là, s'ils arrivent, on sortira de l'Europe et vous êtes morts. Non, il y a une vie à côté de l'Europe. Quand on dit l'Europe, il y a une vie à côté de cette Union européenne-là, par un autre canal de coopération entre nations européennes. C'est toute l'histoire de l'Europe, hein, c'est le combat à l'origine de Jean Monnet et de Gaulle, et c'est Jean Monnet qui l'a emporté, voilà. C'est Jean Monnet l'Américain qui l'a emporté sur le patriotisme et le protectionnisme gaulien. Voilà. Ça veut dire que vous souhaitez la sortie de l'Angleterre, que les Anglais se prononcent pour en sortir. Ça donnerait une sorte d'élan, ça montrerait qu'il n'y a pas de catastrophe à envisager. Exactement, ça serait un signe important pour les Français de voir qu'il n'y a pas de catastrophisme à ce qu'un pays finalement utilise sa liberté souveraine de sortir de ce schéma-là. Autre chose que vous voudriez dire, monsieur? Moi, j'en ai terminé avec mes questions. Non, non. Merci. Merci à vous. Merci à vous. Là, vous voulez prendre un...